Ma sœur a dénigré mon travail et s'est moquée de moi parce que j'avais épousé une fille de la campagne, tout en se vantant de son mari, un investisseur de génie. Lorsque ces investissements se sont effondrés, mes parents ont exigé que je vende ma boutique pour les renflouer. Je les ai laissés se défouler, puis j'ai révélé quelque chose qui les a laissés bouche bée. Salut Reddit. Ma famille a passé 30 ans à me traiter comme le type qui n'arrivait à rien parce que j'avais choisi la soudure plutôt que la finance. Il s'avère qu'ils auraient dû être plus attentifs à ce que je construisais réellement en silence. Prenez votre pop-corn et profitez-en. Je m'appelle Louis, j'ai 32 ans, et je dirige un atelier de fabrication métallique sur mesure, ce qui est apparemment la chose la plus embarrassante qu'un homme puisse faire, selon ma famille. Il y a 5 ans, j'ai épousé Élise sous le grand chêne sur le terrain de ma grand-mère. Nous avons tout organisé comme nous le souhaitions. Des balles de foin comme siège, des fleurs sauvages partout, un barbecue qui parfumait incroyablement toute la clairière. Mon équipe est arrivée en bottes de travail et en salopettes. Les amis d'Élise ont apporté des desserts faits maison et portaient des robes d'été. C'était parfait. Ma famille a traité ça comme un service communautaire. Papa est arrivé dans sa Mercedes, vérifiant sa montre toutes les 5 minutes comme s'il avait mieux à faire ailleurs. Maman regardait autour d'elle avec une expression douloureuse, faisant probablement des calculs mentaux sur combien nous avions économisé en ne louant pas un country club. Ma sœur, Clara, est arrivée avec Marc, son mari, tous deux habillés comme s'ils allaient à un gala Forbes. La cérémonie s'est bien déroulée. Mon ami Jules était mon témoin. Et quand l'officiant a dit « Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais », Jules a fait semblant de tousser et a dit « On peut passer au repas ». Ça a fait rire tout le monde. Puis sont venus les discours. Jules a commencé à raconter une histoire sur une étagère en acier que j'avais soudée à l'université et qui s'était effondrée, manquant de tuer notre colocataire. Tout le monde a ri, puis Marc s'est levé. Mon beau-frère avait cette expression sur le visage, la même qu'il a chaque fois qu'il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde dans la pièce. Il avait 4 ans de plus que moi, et il s'était assuré que tout le monde sache que ces années faisaient toute la différence. Il avait fait une école de commerce. Il travaillait dans la finance. Il gagnait de l'argent réel, pas de l'argent de poche d'atelier de métal. À Louis et Élise, a-t-il commencé en levant son verre. La foule a suivi. Honnêtement, quand Clara m'a dit que son frère allait se marier, j'ai cru qu'elle plaisantait. Je pensais que sa seule vraie relation était avec son chalumeau. Certains de ses amis financiers ont ri. Mes amis non. Mais ensuite j'ai rencontré Élise. Elle est très terre à terre. Il l'a dit comme s'il décrivait quelqu'un qui n'avait pas compris comment la société fonctionnait. Ça a du sens. Il travaille le métal. Elle travaille les plantes. Un couple assorti trouvé dans un magasin de bricolage. J'ai senti la main d'Élise se resserrer sur la mienne. Elle souriait, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Marc n'avait pas fini. Je me souviens quand Clara et moi avons commencé à sortir ensemble. Elle me racontait des histoires sur Louis passant des heures à construire des cartes et des projets métalliques aléatoires. Pendant ce temps, je lisais sur les tendances du marché et gérais mon portefeuille. Certains d'entre nous sont nés pour construire des empires, mais la société a besoin des deux, n'est-ce pas? Quelqu'un doit fabriquer les fixations pour la salle de réunion. Plus de rire de son côté. Mon ami Cédric a marmonné quelque chose qui aurait déclenché une bagarre si nous n'avions pas été à un mariage. Puis Clara s'est levée à côté de lui. Je veux juste ajouter, dit-elle, sa voix dégoulinant de ce ton faussement gentil, que je suis si fière de mon petit frère d'avoir trouvé quelqu'un qui apprécie son mode de vie unique. Élise, tu es si courageuse d'embrasser toute cette vie rustique. Je ne pourrai jamais abandonner mes rendez-vous hebdomadaires au spa et mes virées shopping, mais j'admire ton engagement envers la simplicité. Quand papa a fait son discours, il aurait tout aussi bien pu lire une liste de courses. Il se tenait là dans son costume à 1000 €, regardant l'installation comme si ça lui faisait physiquement mal, et a prononcé ce qui équivalait à un discours sur sa déception concernant mes choix. Louis a toujours suivi un chemin différent, a-t-il dit. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à Élise, le meilleur. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, et qu'il ne restait plus qu'Élise et moi à ranger, elle m'a trouvé debout près du chêne.
Ils n'en valent pas la peine, a-t-elle dit doucement. Je sais ce que nous construisons ici. C'est réel. Ça compte. Ils sont juste trop occupés à tenir les comptes pour le voir. Elle avait raison. Mais debout là, ce qui aurait dû être la plus belle nuit de ma vie, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment ma propre famille me voyait comme le gars qui n'arrivait à rien. L'échec qui avait épousé une femme de rang inférieur et s'était contenté de la simplicité. Je ne le savais pas alors, mais ce discours allait paraître vraiment stupide plus tard. Il pensait savoir qui j'étais. Il n'en avait aucune idée. 3 ans après le mariage, la vie était entrée dans une routine. Je dirigeais l'atelier à plein temps, faisant de la fabrication métallique sur mesure qui rapportait un bon argent à la banque, suffisamment pour que nous ne nous inquiétions pas des factures. J'avais décroché des contrats avec quelques constructeurs commerciaux qui voulaient des garde-corps sur mesure et des ouvrages métalliques architecturaux. Le travail était stable. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'expérimentais. Au cours des 6 dernières années, même avant de rencontrer Élise, je travaillais sur quelque chose dans le coin arrière de mon atelier. J'essayais de trouver un moyen de traiter l'acier et l'aluminium au niveau moléculaire pour le rendre plus solide, plus résistant à la corrosion, plus léger, le tout sans nuire à l'environnement. Cela a commencé parce que j'en avais marre de voir les ouvrages métalliques extérieurs rouillés après quelques années. J'ai commencé à lire des articles sur les matériaux, des revues scientifiques, à contacter des professeurs de métallurgie en ligne, à faire des tests pendant mon temps libre. Élise, qui avait une formation en chimie environnementale, m'a aidé à comprendre le côté technique. Elle rentrait de son travail au centre de conservation et me trouvait couvert de copeaux de métal et de composés chimiques, essayant de déchiffrer le code. Après 4 ans d'expériences infructueuses et de pièces d'essai ruinées, j'ai finalement réussi. La formule fonctionnait. Le métal traité avec mon procédé devenait beaucoup plus résistant et pratiquement inoxydable, tout en restant respectueux de l'environnement. Je l'ai testé de toutes les manières imaginables. J'ai laissé des pièces à l'extérieur pendant 2 hivers, je les ai soumises à des tests de brouillard salin, je les ai soumises à des tests de résistance jusqu'à la rupture. Le métal a résisté mieux que tout ce que j'avais vu. Donc, il y a 2 ans et demi, j'ai fait quelque chose dont je n'ai parlé à personne, sauf à Élise, j'ai déposé des brevets. 4 d'entre eux, couvrant différents aspects du procédé et des applications clés. Ensuite, j'ai créé une SARL, transféré quelques actifs pour la protection juridique, et j'ai commencé à proposer la technologie aux fabricants. J'ai appelé l'entreprise Système de revêtement Titan. J'ai gardé le secret. Je n'essayais pas de le cacher. Je ne voulais juste pas entendre l'avis de ma famille pendant que je construisais quelque chose de réel. La première année, rien ne s'est passé. La deuxième année, j'ai suscité l'intérêt d'un fabricant de revêtements régional. La troisième année, soit environ 6 mois avant que tout ne s'effondre, j'avais des accords de licence avec 2 entreprises solides, et l'entreprise était évaluée à environ 3,8 millions d'euros. Le gars qui soudait des garde-corps, l'argent de revêtement Titan était bloqué sur des comptes professionnels, gérés par des personnes qui comprenaient la finance d'entreprise. Élise et moi conduisions toujours nos vieux camions, vivions toujours dans la même maison. Rien n'avait changé à l'extérieur. Ma famille, pendant ce temps, vivait sa meilleure vie de réseaux sociaux. Marc avait quitté son emploi en entreprise pour lancer sa propre société d'investissement. Il était à fond dans le développement immobilier et se lançait tôt sur la prochaine grande nouveauté, faisant des paris agressifs pendant que tout le monde était conservateur. Papa parlait de lui comme s'il avait personnellement inventé le capitalisme. Clara s'était transformée en influenceuse à plein temps, publiant constamment sur le luxe. Tout ce qui concernait Marc était son contenu phare, le jeune investisseur brillant qui bousculait les choses. Elle avait quitté son emploi d'organisatrice d'événements dès que la société de Marc avait décollé, décidant que sa nouvelle carrière consistait à documenter leur vie parfaite en ligne. Ils avaient acheté cette immense maison dans un quartier chic. Clara en parlait constamment. Le dressing sur mesure pour ses sacs de créateurs, la cave à vin que Marc avait installée, la salle de sport à domicile. Nous avons été invités à leur pendaison de crémaillère. J'ai failli refuser, mais Élise m'a convaincue d'y aller. J'ai passé une semaine à leur fabriquer une table basse. Cadre en acier sur mesure avec un plateau en verre trempé.
Toutes les soudures étaient un art, thermolaquées en noir mat. J'étais fière de la pièce. Clara l'a regardée et son sourire est devenu figé. Oh, merci beaucoup. Elle l'a posée dans un coin et l'a immédiatement oubliée. Toute la soirée, ils n'ont fait que se montrer. Clara a traîné Élise comme une œuvre de charité, la présentant à ses amis influenceurs avec un ton apitoyé. Voici ma belle-sœur, Élise. Elle travaille dans la conservation, très noble, vivant avec pratiquement rien pour sauver les arbres. Les femmes regardaient Élise de haut en bas, remarquant sa robe simple et ses chaussures pratiques, puis se tournaient vers Clara pour parler de la nouvelle collection Chanel. Marc m'a gardé dans un coin avec ses amis financiers la majeure partie de la nuit. À un moment donné, il m'a tapoté l'épaule. Bien pour toi, mec. Du travail honnête. Le monde a besoin de gars comme toi. Quelqu'un doit fabriquer les choses que nous mettons dans nos bureaux. Le vrai moment est venu quand nous étions tous dans le salon. Marc parlait d'une énorme affaire qu'il avait conclue, parlant de vision et de savoir quels investissements étaient l'avenir et lesquels mourraient. Clara était accrochée à son bras, pratiquement rayonnante. Mon mari est tellement brillant avec l'argent. Je ne sais honnêtement pas comment il fait. Je lui fais juste entièrement confiance et le laisse tout gérer. Elle a regardé Élise en disant ça. Puis Marc m'a regardé. En parlant de vieille école, comment va l'atelier de métallurgie, Louis? Toujours en train de fabriquer des boîtes aux lettres pour les voisins? Clara a gloussé. Oh, sois gentil avec mon petit frère. Il fait de son mieux. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde a regardé. Je n'ai rien dit pendant environ 5 secondes. Juste ce sentiment familier d'être la blague de la famille. Puis la voix d'Élise a retenti. Mieux que de dilapider les fonds de retraite des autres. Silence de mort. Le visage de Marc est passé de suffisant à furieux. Instantanément, Clara a halté, sa main se portant à sa poitrine comme si elle avait été physiquement frappée. Maman a jeté à Élise un regard qui aurait pu tuer. Nous sommes partis peu après. Sur le chemin du retour, ma cousine Andrea a appelé. Elle était la seule personne saine d'esprit dans la famille, gagnait sa vie comme enseignante et restait en dehors des drames familiaux. C'était intense, a-t-elle dit. Mais entre nous, sois prudent. J'entends des rumeurs. Marc fait des mouvements risqués. Certaines de ses affaires ne sont pas très bonnes. Son avertissement était vague, mais il m'a marqué. En quittant ce manoir stérile, j'avais le sentiment que Marc ne construisait pas un empire. Il construisait une bombe, et elle était sur le point d'exploser. Une autre année s'est écoulée. L'écart entre ma famille et moi s'est creusé. Nous avons cessé de recevoir des invitations à des fêtes, ce qui était un soulagement. Les appels de vacances sont devenus plus courts et plus forcés. Maman envoyait des SMS, demandant pourquoi nous ne venions jamais, oubliant commodément comment s'était passée la dernière visite. À l'atelier, les choses s'accéléraient. Système de revêtement Titan était passé d'un projet parallèle à quelque chose qui suscitait une attention sérieuse. J'avais embauché un gérant d'affaires à temps partiel, un homme nommé Nolan, qui comprenait les accords de licence et le droit des brevets. Nous étions en discussion avec un autre fabricant industriel pour utiliser mon procédé de revêtement pour leur ligne de production. L'évaluation avait grimpé à 8,2 millions d'euros. 8,2 millions d'euros grâce à un procédé que j'avais développé à l'arrière de mon atelier de métallurgie. Alors que ma famille pensait que je fabriquais des portails décoratifs, Élise avait quitté son emploi de conservatrice et m'aidait à plein temps sur le côté technique de revêtement Titan. Elle comprenait la chimie mieux que moi, m'aidait à affiner les formules et s'assurait que nous ne coupions pas les coins ronds en matière de sécurité environnementale. Nous formions une bonne équipe, comme toujours. Puis un après-midi d'octobre, mon téléphone a sonné. Andrea. Elle semblait effrayée. Louis, tu es seul? J'étais à l'atelier. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Marc. Il a de gros ennuis. Des ennuis potentiellement criminels. J'ai éteint ma meuleuse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais chez tes parents hier soir. Ils pensaient que j'étais occupée, mais je les ai entendus au téléphone avec Clara. Louis, Marc a tout perdu. Pas seulement son argent, l'argent de ses clients.
On parle de poursuites judiciaires et d'accusations de fraude. Mon estomac s'est noué. À quel point? Des millions. Il a convaincu un tas de gens d'investir avec lui. Des amis de ton père, d'anciens copains d'université, même une partie de la famille de Clara. Il a pris tout leur argent et a fait un pari énorme qui a mal tourné. L'accord de développement était faux ou le terrain était contaminé ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas tous les détails, mais il est complètement sous l'eau. J'ai pensé à tous ces discours lors des fêtes, à toutes ces discussions sur la vision et la distinction entre les gagnants et les perdants. Pourquoi m'appelles-tu? La voix d'Andrea a baissé. Parce qu'ils vont venir te chercher. J'ai clairement entendu ton père le dire. Il a dit, tu es le seul à avoir de vrais actifs. Il parlait du terrain de grand-mère, de l'atelier. Il a dit, tu le dois à la famille. L'audace de la chose m'a frappé comme un coup de poing. Pendant des années, ils avaient traité mon travail comme un passe-temps, ma vie comme un prix de consolation. Maintenant que leur gendre en or s'était effondré, soudain, ce que j'avais construit était précieux. Soudain, c'était le filet de sécurité de la famille. Il ne peut pas être sérieux. Il est complètement sérieux. Maman est anéantie. Elle n'arrête pas de dire que Marc a fait une erreur et que la famille doit rester unie. Clara est apparemment en pleine crise. Il te voit comme la seule issue. J'ai entendu la voix de maman en arrière-plan appeler Andrea. Je dois y aller. Sois juste prêt. Ils arrivent bientôt. La ligne est devenue silencieuse. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Élise. Nous étions sur le porche, regardant le soleil se coucher sur la propriété. Alors, ils vont débarquer ici, j'ai dit. Probablement avec des avocats et exiger que je vende tout pour réparer le désordre de Marc. Élise est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Je pense que nous devons avoir une conversation avant qu'il n'arrive. À propos de quoi? À propos de revêtements Titan. À propos du portefeuille de brevets. À propos de pourquoi la situation de Marc est plus compliquée que tu ne le sais. Je l'ai regardé. De quoi tu parles? J'ai aidé Nolan à suivre l'industrie, à surveiller qui bouge dans les revêtements et les matériaux, qui fait des coups, qui parie contre les technologies émergentes. Elle a sorti son téléphone et a ouvert un fichier. Marc a géré un fonds spéculatif au cours des 18 derniers mois. Le savais-tu? Un fonds spéculatif? Je pensais qu'il faisait des opérations de développement. C'est ce qu'il a dit à tout le monde. Mais il a vendu à découvert des actions, pariant contre des entreprises qu'il pense vont échouer. Elle a tourné son téléphone pour me montrer un document financier. Tu veux deviner quelle est sa plus grande position? J'ai regardé l'écran, j'ai vu le nom du fonds de Marc, j'ai vu une liste de titres, et juste là, en haut, surligné en rouge, se trouvait le pari le plus important qu'il avait fait, une position courte massive contre Système de revêtement Titan, mon entreprise. Marc avait parié bien plus d'1 million d'euros, y compris l'argent de ses clients, que mon entreprise échouerait. Il était si convaincu que son beau-frère simple métallurgiste ne pouvait pas avoir construit quelque chose de réel, qu'il avait misé tout sur mon échec. Et quand Revêtement Titan a réussi, toute sa position s'est effondrée. Il s'est détruit lui-même, en pariant contre moi, j'ai dit lentement. Exact. Et maintenant, il vient ici pour exiger que tu sacrifies tout pour le sauver des conséquences. La voix d'Élise était glaciale. L'univers est amusant comme ça. Je suis resté là à digérer l'information. Marc, qui avait passé des années à me mépriser, avait littéralement misé son avenir sur mon échec et avait perdu. Sait-il que je possède Revêtement Titan? J'en doute. L'entreprise est enregistrée sous mon nom de jeune fille comme contact principal pour des raisons de confidentialité. Pour lui, Revêtement Titan n'est qu'une autre start-up technologique de matériaux surestimés dirigée par des gens dont il n'a jamais entendu parler. Il n'a aucune idée que son beau-frère raté est celui qui l'a détruit. Nous sommes restés silencieux, regardant la dernière lumière s'estomper. La menace légale est arrivée 4 jours plus tard. Un coursier l'a livrée à notre porte. Une enveloppe élégante avec le logo d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. À l'intérieur, il y avait une lettre.
Compte tenu de l'urgence familiale et de mon obligation morale, on s'attendait à ce que je coopère en vendant ma propriété pour résoudre la situation financière de Marc. J'avais une semaine. Après cela, il poursuivrait toutes les options légales pour forcer une vente. Il menace de te poursuivre en justice, a dit Élise, en la lisant. Pour te forcer à vendre ta propre maison. Peuvent-ils seulement faire ça? Non, mais ils espèrent que tu ne le sais pas, elle était déjà au téléphone. J'appelle notre avocat. Nous avions engagé un homme nommé Adrien il y a 6 mois, lorsque Revêtement Titan avait commencé à prendre de l'ampleur. Il était spécialisé en droit des affaires et en propriété intellectuelle, mais il connaissait aussi les litiges fonciers. Nous l'avons rencontré à son bureau le lendemain matin. Nous lui avons tout expliqué, l'histoire familiale, la lettre de menace, et la révélation sur système de Revêtement Titan. Quand nous sommes arrivés à la partie où Marc vendait a découvert mon entreprise, Adrien a ri. Laissez-moi m'assurer que je comprends, a-t-il dit. Il croit que vous êtes un soudeur en difficulté avec un terrain familial. Mais en réalité, vous possédez une entreprise de technologie de revêtement de 8 millions d'euros contre laquelle votre beau-frère a parié. Et lorsque votre entreprise a réussi, il a tout perdu. Et maintenant, ils veulent que vous vendiez le terrain qui est en fait un actif de l'entreprise pour renflouer le gars qui a essayé de profiter de votre échec. Oui. Adrien s'est penché en arrière, secouant la tête avec un sourire. C'est incroyable. C'est comme regarder quelqu'un se frapper au visage et vous blâmer pour son nez cassé. Il a expliqué que leur menace légale était nulle. Le terrain avait été transféré à la structure corporative de Revêtement Titan il y a 2 ans pour la protection de la responsabilité. Je ne pouvais pas le vendre même si je le voulais. N'importe quel juge classerait leur affaire en environ 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai demandé. Rien. Laissez-les faire le prochain mouvement. Lorsque cette date limite sera passée, ils ne déposeront pas de plainte car n'importe quel avocat digne de ce nom leur dira que c'est sans espoir. Ils viendront en personne, et quand ils le feront, je veux être là. Pourquoi? Parce que je ne manquerai ça pour rien au monde. La date limite est arrivée et passée. Le vendredi est passé sans nouvelles. Le samedi et le dimanche ont été calmes. J'ai presque cru qu'ils avaient abandonné. Le lundi matin m'a prouvé le contraire. J'étais à l'atelier, programmant ma fraiseuse CNC, quand j'ai vu les voitures, 3 d'entre elles, descendre la longue allée. La Mercedes de papa, la Lexus de Marc, qui avait l'air moins impressionnante qu'avant, et une 3e voiture que je ne reconnaissais pas. J'ai éteint la machine, j'ai marché jusqu'à la maison et j'ai trouvé Élise à la fenêtre. Téléphone déjà en main. Ils sont là. Je les vois. Elle a appuyé sur un bouton. Adrien, c'est le moment. Courte pause. Parfait. À bientôt. Elle a raccroché, m'a regardé. Notre avocat sera là dans 20 minutes. En attendant, nous écoutons. Laissons-les parler. Les voitures se sont arrêtées. Les portes se sont ouvertes. Papa est sorti le premier, l'air 10 ans plus vieux que dans mes souvenirs. Maman a suivi, les yeux rouges comme si elle avait pleuré tout le trajet. Clara est sortie et elle avait l'air anéantie. Marc a suivi, l'air pire. Il avait perdu du poids. Des cernes sous les yeux. La 3e voiture a produit un homme en costume chair avec une mallette. Leur avocat, probablement. Ils n'ont pas frappé. Papa a juste ouvert la porte de l'atelier et est entré comme s'il était chez lui. Tout le monde a suivi. J'étais debout près de mon établi principal. Élise à côté de moi. Nous n'avons pas bougé. Louis. La voix de papa était tendue. Nous devons parler. Il semble que vous ayez fait un long chemin pour une conversation que nous avons déjà eue. La situation est critique. Il essayait de paraître autoritaire, mais cela sonnait désespéré. Marc fait face à plusieurs poursuites judiciaires. Des accusations criminelles sont envisagées. Nous devons agir immédiatement. Il a sorti un dossier et l'a posé sur mon établi. Tout ce dont vous avez besoin est ici. Accord d'achat. Nous avons trouvé un promoteur prêt à acheter la propriété.
L'argent ira directement en séquestre pour régler les obligations de Marc. C'est propre et ça sauve la famille. Ça sauve la famille? J'ai répété. Vous voulez dire, ça le sauve? Clara s'est avancée et pour la première fois depuis des années, elle n'agissait pas avec supériorité. Elle suppliait. Louis, s'il te plaît. C'est ton beau-frère. C'est la famille. Il a fait une erreur, mais tu ne peux pas le laisser aller en prison. S'il te plaît. Je te le demande en tant que ta sœur. Il n'a pas fait une erreur. Il a fait une série de choix, de mauvais choix. Leur avocat s'est raclé la gorge. Monsieur Dubois, vous avez une obligation familiale claire ici. Le précédent pour les transferts de propriété et les urgences familiales est bien établi. C'est le cas? J'ai dit, intéressant, parce que ma compréhension est que vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous ne possédez pas, l'avocat a froncé les sourcils. La propriété vous est attribuée par l'héritage de votre grand-mère. Le titre est clair. M'était attribué. Au passé. Le visage de papa devenait rouge. De quoi parles-tu? Arrête de jouer. Nous avons déjà vendu notre maison. Ce n'était pas suffisant. Ce terrain est la seule option après tout ce que nous avons fait pour toi. Maman a ajouté, la voix brisée. Après l'avoir élevé, tu nous dois ça. J'ai regardé Élise. Elle m'a fait un petit signe de tête. Il était temps d'en finir. Élise s'est avancée. Je pense qu'il y a eu un malentendu important, a-t-elle dit, sa voix calme et tranchante. Vous avez fait plusieurs suppositions incorrectes. Papa s'est tourné vers elle, confus. De quoi parles-tu? Vous nous avez regardés et vous avez vu exactement ce que vous vouliez voir, un simple métallurgiste et sa femme. Pauvre, facile à manipuler. Elle a marché lentement vers l'établi, posant sa main sur le dossier qu'ils avaient apporté. Vous vous êtes trompés sur tout. Leur avocat s'est agité. Madame Dubois, je ne pense pas que ce soit. J'ai gardé mon nom. Elle l'a regardé directement. Et en tant qu'avocat, je suis sûr que vous comprenez le droit de la propriété. Vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne possédez pas, le titre est au nom de Louis, a insisté l'avocat. Était au nom de Louis. Élise a corrigé. Il y a 2 ans, cette propriété a été transférée à Système de revêtement Titan SARL en tant qu'actif de l'entreprise. Louis est le fondateur et l'actionnaire majoritaire de cette entreprise, ce qui signifie légalement que ce terrain appartient à sa société, et il ne vend certainement pas, silence de mort. La bouche de papa s'est ouverte. Maman avait l'air confuse. Le visage de leur avocat est passé de confiant à inquiet. Mais Marc était devenu complètement blanc. Il me regardait maintenant, me regardant vraiment pour la première fois depuis des années, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Système de revêtement Titan, a-t-il dit doucement. Sa voix semblait creuse. C'est exact, j'ai dit. Vous en avez entendu parler? Ce n'est pas. Vous êtes un métallurgiste. Je suis un métallurgiste, j'ai acquiescé. Je suis aussi le fondateur d'une entreprise de technologie de revêtement évaluée actuellement à plus de 8 millions d'euros. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas, Marc? Clara regardait entre nous. Son mascara coulait. De quoi parle-t-il? Marc, qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-il, a exigé papa, regardant Marc. Je me suis dirigé vers mon établi, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un dossier. Je l'avais préparé depuis des jours. Sachant que ce moment viendrait. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des dépôts de brevets et un rapport trimestriel particulièrement intéressant. Il y a environ 6 ans, j'ai dit, j'ai commencé à travailler sur un procédé de revêtement chimique pour le métal. Il m'a fallu 4 ans pour le mettre au point. J'ai déposé des brevets, créé une entreprise, opéré discrètement, construit quelque chose de réel pendant que vous supposiez tous que je fabriquais des portails de jardin. J'ai sorti un document spécifique et je l'ai tenu en l'air. Ceci est un dépôt financier de votre fonds spéculatif. C'est un document public. Il montre toutes vos positions majeures. Vous voulez deviner quel était votre plus gros pari? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas répondre.
Vous avez vendu à découvert système de revêtement Titan. Vous y avez mis bien plus d'1 million d'euros. L'argent de vos clients. Vous étiez si convaincu que c'était une escroquerie technologique de matériaux surestimés que vous avez tout misé sur son échec. J'ai posé le papier. Quand il n'a pas échoué, quand il a réussi, toute votre position a explosé. Vous avez tout perdu parce que vous avez parié contre moi. Silence de mort. Les jambes de Clara ont lâché. Elle s'est effondrée sur le sol, sanglotant. Non, non, tu n'aurais pas pu savoir que c'était son entreprise. Bien sûr qu'il ne savait pas, a dit Élise. Nous avons enregistré l'entreprise sous mon nom de jeune fille pour des raisons de confidentialité. Pour lui, Revêtement Titan n'était qu'une autre start-up à vendre à découvert. Papa a finalement retrouvé sa voie. C'est impossible. Tu mens. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu vis dans cette simple maison de campagne. J'ai terminé. Oui. Parce que contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'afficher mon succès. Je n'ai pas besoin d'un manoir pour prouver que je vaux quelque chose. J'ai construit une entreprise qui crée de la valeur au lieu de simplement déplacer de l'argent. Marc tremblait. Clara hurlait maintenant. Complètement hystérique. Ça ne peut pas arriver. Tu étais censé être celui qui avait besoin de nous. Juste à ce moment, une autre voiture s'est arrêtée dehors. Adrien, notre avocat, pile à l'heure. Il est entré, a jeté un coup d'œil à la scène et a souri. Je suis en retard ? A-t-il demandé. Parfaitement à l'heure, a dit Élise. Il a posé sa mallette et a sorti son propre dossier. Pour information, je suis Adrien, représentant Louis Dubois et système de revêtement Titan. J'ai examiné les documents envoyés par votre cabinet. Il a regardé leur avocat. Vous êtes maître Legrand du cabinet Preston et Associés, n'est-ce pas ? Leur avocat a hoché la tête faiblement. Bien. Alors je peux vous dire directement que votre lettre de mise en demeure n'a aucune valeur juridique. Toute tentative de forcer une vente serait immédiatement rejetée, et compte tenu des circonstances, je déposerai probablement une plainte pour harcèlement en plus. Il l'a dit l'air désinvolte. De plus, a poursuivi Adrien, sortant un autre document, j'ai fait quelques recherches sur la situation financière de Monsieur Marc. La position courte contre système de revêtement Titan n'était pas seulement un mauvais jugement. Il y a des preuves de fausses déclarations aux investisseurs, leur disant que la vente à découvert était basée sur des informations privilégiées alors que ce n'était en fait qu'une intuition. C'est de la fraude boursière. Marc a fait un bruit comme s'il avait reçu un coup de poing. Je n'ai pas encore transmis ça à l'AMF, a dit Adrien. Je voulais vous donner à tous une chance de partir tranquillement d'abord. Leur avocat était déjà en train de ranger sa mallette. Il s'est dirigé vers la porte sans un mot de plus. Maman a commencé à pleurer. Comment as-tu pu nous faire ça ? Nous sommes ta famille. La famille ne passe pas 30 ans à vous faire sentir inutile. La famille ne parie pas contre votre succès et n'exige pas ensuite que vous vous détruisiez pour les sauver de leur propre stupidité. J'ai marché jusqu'à la porte. Sortez de mon atelier. Sortez de ma vie. Aucun d'eux n'a bougé au début. Je pense qu'ils ne pouvaient pas croire que j'étais sérieux. Maintenant, j'ai dit. Clara était toujours par terre, sanglotant. Marc a dû la soulever physiquement. Papa a essayé une dernière fois. Mon fils, tu ne comprends pas ce que tu fais. Les conséquences. Les conséquences sont les vôtres. Ils sont partis en traînant les pieds, l'air vaincu. Les voitures ont démarré, puis ils sont partis. Je suis resté là et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 30 ans. La liberté. Les semaines suivantes ont été calmes. Pas d'appel en colère, pas de message désespéré, juste le silence. Adrien me tenait informé de la situation juridique. Marc croulait sous les poursuites. 3 de ses principaux investisseurs avaient intenté des actions civiles. Ces poursuites ont attiré l'attention de l'AMF, et la commission avait ouvert une enquête sur ses pratiques de trading. Son mariage avec Clara ne tenait qu'à un fil. Ils avaient emménagé dans un petit appartement dans un mauvais quartier. Clara avait supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux.
Papa et maman avaient vendu leur maison à perte et louaient un petit appartement quelque part. Papa était retourné à son ancienne entreprise en tant que consultant. En gros, un emploi par pitié de son ancien partenaire. Maman passait apparemment la plupart de ses journées à pleurer et à demander pourquoi je leur faisais ça. Dans leur esprit, j'étais le méchant. Le fils ingrat qui avait abandonné sa famille quand elle avait besoin de lui. Pendant ce temps, Revêtement Titan décollait. Nous avions signé un autre accord de licence. Un fabricant régional de pièces aérospatiales voulait tester notre processus pour ses composants. Une autre entreprise l'appliquait aux pièces automobiles. J'ai embauché 2 employés à plein temps pour aider à gérer les choses. J'ai aménagé un bureau adéquat dans la grange. J'ai commencé à avoir des réunions d'affaires avec des gens qui me prenaient au sérieux. Le travail de fabrication sur mesure a ralenti. J'ai gardé quelques clients réguliers, j'ai fait les projets que je voulais faire, mais surtout, je me concentrais sur Revêtement Titan. Élise s'épanouissait. Elle avait toujours été douée pour la chimie, et maintenant elle dirigeait la R&D à plein temps. Nous développions de nouvelles applications, déposions plus de brevets, construisions quelque chose qui pourrait nous survivre à tous les deux. Nous étions heureux. Ne pas avoir le jugement constant de ma famille rendait les choses encore meilleures. Puis, un samedi après-midi, environ 6 semaines après la confrontation, j'ai vu une voiture familière arriver dans l'allée, la berline d'Andrea. Je suis sortie pour la rencontrer. Elle est sortie l'air nerveuse, tenant un plat de lasagne. Je t'ai apporté des lasagnes, a-t-elle dit. On mange plutôt bien, j'ai dit. Mais je souriais. Entre. Nous nous sommes assis sur le porche. Nous avons bavardé un peu avant qu'elle n'aborde la vraie raison de sa venue. Le mariage de Clara et Marc est pratiquement terminé, a-t-elle dit. Ils restent ensemble pour l'instant parce qu'ils ne peuvent pas se payer d'avocat, mais elle lui en veut complètement. Elle le blâme pour tout. J'ai entendu dire que tes parents tiennent à peine le coup. Papa travaille tout le temps. Maman reste juste à la maison. Il ne parle pas de toi, mais je sais qu'il pense à toi constamment. Et Marc? Andrea est restée silencieuse un instant. Il est brisé, Louis. Je veux dire, vraiment brisé. Il sait qu'il s'est détruit lui-même parce qu'il était trop arrogant pour voir ce que tu avais construit. Bien, j'ai dit. Et je le pensais. Ils veulent s'excuser, a dit Andrea doucement. Finalement, quand assez de temps se sera écoulé, ils pensent que peut-être si on te donne de l'espace, tu reviendras. Je ne le ferai pas, je sais. Je leur ai dit qu'ils ne me croient pas, elle s'est levée. Je ne te demande pas de leur pardonner. Je ne te demande même pas de leur parler. Je voulais juste que tu saches qu'ils souffrent. Que ça t'importe ou non, j'ai dit honnêtement, je ne suis pas fâchée. J'ai passé 30 ans à être traitée comme si je ne valais pas leur temps. Ils ont passé 5 ans à faire en sorte qu'Élise se sente pas assez bien. Ils sont venus ici pour essayer de prendre tout ce que j'avais construit. Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de leurs conséquences. Andrea a hoché la tête. C'est juste. Elle s'est dirigée vers sa voiture, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Ce que tu as construit avec Revêtement Titan, leur tenir tête. Ça a demandé du cran. Merci, Andrea. Et j'aimerais continuer à te voir si ça te va. Je sais que je fais partie de la famille qui t'a fait du tort, mais tu es la seule qui ne l'a pas fait, j'ai interrompu. Tu es la bienvenue ici à tout moment, elle a souri, soulagée, et est partie. Cette nuit-là, Élise et moi étions assis sur la balançoire du porche. Andrea est passée, j'ai dit. J'ai vu. Comment va le désastre familial? Comme on peut s'y attendre. Marc est détruit. Clara est anéantie. Les parents fonctionnent à peine. Ils pensent tous que je vais leur pardonner un jour. Tu vas le faire? J'y ai réfléchi. Non. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Puis mon téléphone a vibré. Notification de mail. J'y ai jeté un coup d'œil et ma mâchoire est tombée. Quoi? A demandé Élise. Revêtement Titan vient de recevoir une offre d'acquisition. De qui? Une grande entreprise de revêtements industriels. Ils veulent nous racheter.
J'ai lu le chiffre 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas 22 millions d'euros. Élise est restée très immobile. 22 millions d'euros? Tu es sérieux? C'est fou. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai regardé autour de la propriété, l'atelier où j'avais soudé mon premier projet, la maison où nous avions construit notre vie, le terrain que ma grand-mère m'avait confié. Je veux y réfléchir, j'ai dit. Mais je ne prendrai aucune décision en fonction de ce qu'ils penseraient. Leur opinion n'a plus d'importance. Nous sommes restés là longtemps. Quelque part, ils se disaient probablement que je reviendrais un jour. Que la famille était la famille et que le sang était le sang. Ils avaient tort. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence en ville, entouré d'avocats et de gens d'affaires, signant les documents finaux. Nous avons décidé d'accepter l'offre d'acquisition de 22 millions d'euros, à condition que je reste pendant 3 ans en tant que chef de la R&D pour continuer à développer de nouvelles applications. L'argent est arrivé sur mon compte le lendemain. J'ai regardé le chiffre sur mon téléphone pendant 5 bonnes minutes. De l'argent qui change une vie. De l'argent pour ne plus jamais s'inquiéter. Plus que ce que mon père avait gagné pendant toute sa carrière. Je l'avais gagné dans un atelier de métallurgie qu'il appelait un passe-temps. La première chose que j'ai faite a été de rembourser complètement la propriété. Pas d'hypothèque, pas de privilège, rien. Le terrain que ma grand-mère m'avait laissé était à moi, libre de toute dette et pour toujours. Puis j'ai créé une fiducie pour l'entretenir. Personne ne pouvait y toucher maintenant. Ni la famille, ni les créanciers, ni personne. La deuxième chose a été un don au centre de conservation où Élise travaillait auparavant. Il faisait un vrai travail, aidant l'environnement au lieu de simplement en parler. Après cela, j'ai investi la majeure partie de l'argent dans des placements qui généreraient des revenus sans que j'aie à y penser. J'ai gardé l'atelier, j'ai continué à prendre les projets que je voulais faire, j'ai continué à vivre la même vie, juste sans la pression. Les messages ont commencé à arriver. Des parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. D'anciennes connaissances du lycée. Tout le monde voulait soudainement renouer. Tout le monde avait toujours cru en moi. Tout le monde était si fier. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Ceux qui comptaient savaient déjà où me trouver. Mes parents n'ont pas tendu la main, du moins pas directement. Mais Andrea m'a dit qu'ils avaient appris la nouvelle. Maman avait pleuré pendant des heures. Clara s'était enfermée dans la salle de bain pendant tout un après-midi. J'étais à l'atelier un après-midi, travaillant sur un garde-corps d'escalier sur mesure, quand j'ai entendu une voiture dehors. Moteur cher. J'ai levé les yeux et j'ai vu la Mercedes de mon père. Il était venu seul. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je suis sortie. Papa était debout près de sa voiture, l'air anéanti. Les derniers mois l'avaient vieilli. Louis, a-t-il dit. Le silence s'est étiré entre nous. Il a regardé autour de la propriété, de l'atelier, de tout ce qu'il avait passé des années à rejeter. J'ai fait une erreur, a-t-il dit finalement. Beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas répondu. Je pensais savoir à quoi ressemblait le succès, a-t-il continué. Je pensais que je te poussais vers quelque chose de mieux. Je pensais que Marc était celui qui avait tout compris, que Clara avait épousé le bon genre d'homme. Il a ri, mais c'était amer. Je me suis trompée sur tout. Oui, tu t'es trompée. Je ne demande pas pardon, a-t-il dit. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que tu as construit, ce que tu as toujours construit, et je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'apprécie que vous disiez ça, je lui ai dit. Mais ça ne change rien. Vous n'avez pas juste fait des erreurs, papa. Vous avez passé toute ma vie à me faire sentir inutile. Vous avez choisi Clara et Marc plutôt que moi à chaque fois. Vous les avez laissés se moquer de ma femme à notre mariage. Vous êtes venu ici pour essayer de prendre tout ce que j'avais construit pour le sauver de sa propre stupidité. Je sais. Vous n'avez pas le droit de vous excuser maintenant que je me suis avéré être un succès. Vous n'avez pas le droit d'être fier de moi maintenant qu'il y a de l'argent en jeu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Son visage s'est effondré. Que puis-je faire? Rien. Ne me dérangez plus jamais.
Louis, vous devez partir. Il est resté là un instant de plus, l'air de vouloir en dire plus. Mais qu'y avait-il à dire? Il est remonté dans sa Mercedes et est parti. Je l'ai regardé partir, et je n'ai rien ressenti. J'avais passé 30 ans à essayer de gagner leur approbation. À essayer de prouver que je valais quelque chose. J'avais fini d'essayer. J'avais créé quelque chose qui nous survivrait à tous. J'avais prouvé tout ce que j'avais besoin de prouver. Pas à eux, à moi-même. Ma grand-mère m'avait laissé ce terrain, me faisant confiance pour en faire quelque chose de significatif. Elle avait eu raison de me faire confiance. J'avais pris son cadeau et je l'avais transformé en quelque chose que personne n'attendait, quelque chose de réel. J'avais choisi mon chemin, construit ma vie, joué mon propre jeu selon mes propres règles, et j'avais gagné.